Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, plusieurs établissements et salles de classe sont fermés en raison de l'essaim de séisme. Des experts font actuellement le tour des bâtiments, accueillant des enfants afin d'évaluer les risques potentiels. Ce matin, nous recevions la vice-rectrice Nathalie Costantini qui a fait le point sur la situation. Elle est également revenue sur cette année très compliquée, ainsi que sur le plan pour Mayotte annoncé par la ministre des Outre-mer. Si tout n'est pas rose, il convient de voir le positif, notamment ce qui concerne les grands chantiers à venir. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. La terre continue de trembler et cela n'est pas sans conséquence. En effet, des fissures apparaissent sur de nombreux bâtiments, privés comme publics. C'est le cas des établissements scolaires du premier et du second degré, avec des fermetures temporaires d'établissements ou de salles de classe. Nos enfants ne sont pas plus en danger dans nos écoles qu'ils le sont à la maison. Ou voilà. Ouais. Faut surtout pas affoler les gens avec ça. Ouais. Dans nos établissements, il y a des exercices réguliers qui sont faits. Il y a une prise en compte vraiment de ce phénomène. Il y a des explications qui sont données. Et je pense que nos enfants sont tout à fait en sécurité et qu'en personne responsable, on ne prendrait aucun risque pour ces enfants. Il n'y a pas d'établissement du second degré qui soit fermé. En revanche, il y a des classes qui sont fermées puisque nous avons vu des fissures qui apparaissaient à certains endroits dans ces salles. Nous avons fait passer du coup un cabinet d'experts. Quand le cabinet d'experts nous dit il faut désaffecter ces salles, il faut les fermer, nous fermons les salles et du coup nous organisons les enseignements qui avaient lieu dans ces salles dans d'autres salles. Si le vice-rectorat tente de s'organiser pour que les élèves en pâtissent le moins possible, cette année scolaire 2017-2018 apparaît comme des plus chaotiques. Entre violence, droit de retrait, grève générale et maintenant tremblement de terre, la vice-rectrice admet que le retard ne pourra jamais être rattrapé. Je passe dans les écoles, je demande à cette heure combien d'enfants savent lire dans la classe. Tous les enfants des classes ne savent pas lire, loin de là. Donc bien sûr que c'est dramatique, ça veut dire que malgré tous les efforts que l'on peut faire, malgré les formations que l'on peut faire, si on donne 180 jours de scolarité aux enfants, c'est parce qu'il faut 180 jours. Si de 180 jours vous passez à 100 jours, eh ben, il en manque 80, c'est tout. Et pour le baccalauréat, c'est la même chose. Alors les jeunes peuvent travailler seuls chez eux, ou peuvent travailler, peuvent mutualiser et travailler en groupe, collectivement, mais la préparation a besoin de sérénité. Donc oui, bien sûr que je suis inquiète. Chaque année, l'éducation est frappée de plein fouet par les problématiques qui freinent le développement de l'île. Insécurité, surpopulation, manque de moyens, manque de personnel compétent. Nathalie Costantini a accueilli avec joie l'annonce des 500 millions d'euros sur 4 ans pour les constructions scolaires. L'excellente nouvelle de ces 500 millions, c'est que nous allons pouvoir du coup planifier sur du long terme. Ça veut dire que la difficulté, c'est pas d'avoir de l'argent. La difficulté, c'est d'avoir le projet et de pouvoir avoir le temps de faire les études, de trouver le foncier, de faire les études et de pouvoir aller jusqu'à l'ouverture de l'établissement scolaire. Là, c'est combien de temps? Combien de temps pour... Il faut entre 18 mois et 3 ans. Ouais, on arrive presque à la fin du mandat. Donc, c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré, vont pouvoir avoir l'assurance d'avoir le financement. Et donc, ce qui est en conséquence et qui est la nouveauté très intéressante, c'est que, de fait, les entreprises vont pouvoir s'engager et venir sur le territoire. Ces 500 millions d'euros ne bénéficieront pas uniquement aux élèves du territoire. En effet, ils seront injectés dans l'économie locale, une économie dans laquelle les jeunes du département devront s'insérer tôt ou tard. On poursuit cette édition avec cette intervention des services de la DAF qui a eu lieu hier dans un élevage de poules à Dembéni. Depuis plusieurs mois, les services de l'État suivaient de près la situation financière d'une exploitation en proie à une descente aux enfers. Les difficultés financières sont telles que l'eau et l'électricité ont été coupées dans les poulaillers et que l'exploitant ne nourrissait plus ses poules. Hier, les services de la DAF se sont rendus à Dembéni afin d'abréger les souffrances des animaux qui se trouvaient dans un état pitoyable. Écoutons plutôt le directeur de la DAF au micro de Patrick Millon.
Je pense que dans le bâtiment sur lequel on était intervenu, il y avait plus d'œufs qui étaient pondus depuis un moment. Oui. Nous, on avait passé plusieurs fois, on avait vu qu'il n'y avait pas d'œufs qui sortaient, vu l'état. Je veux dire, les œufs, les poules, elles pondent quand elles ont de l'alimentation et suffisamment pour dans un premier temps, c'est comme les vaches. Si on réduit, elles arrêtent de produire ou du lait ou des œufs. Et après, bon, ce bâtiment, lui, on savait qu'il avait des grosses difficultés et le peu d'aliments qui arrivaient, on savait qu'il était concentré sur un autre bâtiment, ce qu'on appelle le P2. On doit aller le voir aussi bientôt pour voir s'il se retrouve dans le même cas. Donc, à mon avis, dans ce bâtiment, il y avait plus d'œufs qui sortaient depuis longtemps. Après, les coquilles sont relativement, je veux dire, hermétiques aux germes. Donc, quand on les passe à un calibrage et que on voit que l'œuf est vivant, c'est-à-dire donc il y a dans le système de calibrage, on regarde si les œufs sont obsolètes et à ce moment-là on les sort. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 30 mai. Afin d'apporter des réponses aux questions que se posent encore les habitants sur l'essaim de séisme, la préfecture a activé ce mardi une adresse mail séisme@mayotte.pref.gouv.fr. Cette adresse ne se substitue pas à la nécessité des habitants de signaler aux mairies les dégâts constatés sur les bâtiments et dans les sols. Hier matin, la délégation sénatoriale à l'outre-mer était en visioconférence avec le préfet de Mayotte, les services de l'État et les collectivités concernées. Tous se sont penchés sur les risques naturels à Mayotte. Selon le sénateur Tani, cet échange a été l'occasion de faire le diagnostic de l'existant et d'envisager les pistes pour l'avenir. La délégation émettra des préconisations et les sénateurs de Mayotte veilleront à leur niveau à leur traduction effective. A noter par ailleurs que Mayotte n'est pas la seule à être impactée par l'essaim de séisme. Madagascar l'est également, et la Grande Île aurait ainsi été touchée par 272 tremblements de terre cette année, et notamment ces derniers jours. Les syndicats Sud Éducation et CGT Éducation ont décidé de s'unir pour dénoncer la formation des personnels à Mayotte. Dans un communiqué commun, les deux organisations écrivent ainsi, je cite, « Nous ne pouvons que nous inquiéter de cet abandon de la formation et de la concertation qui mettent à mal le système éducatif. Est-ce là une volonté délibérée du vice-rectorat d'abandonner la formation continue ou cela est-il plus largement une politique mise en place pour réduire les postes de formateurs et remplaçants? Mayotte a besoin plus que jamais de personnel compétent, formé et motivé qui donne à notre département en crise un souffle d'espoir et de progrès. Nous ne pouvons accepter que les temps de formation soient ainsi mis à mal. » En ce qui concerne les revendications, les deux syndicats souhaitent le passage en REP+, pour tout le département, la titularisation de tous les contractuels et un réel plan de formation cohérent et ambitieux pour tous les enseignants. Éducation toujours. Dans un communiqué, le SNUPP-FSU Mayotte a affirmé ne pas pouvoir rester sans réaction par rapport aux annonces de la ministre des Outre-mer sur un, je cite, prétendu plan de rattrapage en faveur de l'éducation à Mayotte. Le syndicat considère que la plupart des mesures avaient déjà été annoncées et regrette que la revendication relative à la transformation de tout Mayotte en REP+, n'ait pas été entendue, que les rythmes scolaires soient maintenus en l'état, qu'aucun plan de titularisation des instituteurs contractuels n'ait été annoncé et que rien n'ait été dit concernant l'augmentation du taux de l'indexation des salaires. Pour finir, le SNUPP-FSU Mayotte relève que l'alignement de l'allocation familiale sur le national n'est pas à l'ordre du jour de ce gouvernement. Le syndicat affirme qu'il faudra encore d'autres actions vigoureuses avant d'aboutir à un véritable plan de rattrapage de l'éducation à Mayotte et d'accéder à l'égalité réelle. Il y a quelques mois, l'ancien président du MEDEF, également président de la médecine du travail, était violemment attaqué par son prédécesseur Michel Taillefer. Ce dernier reprochait à Thierry Gallarme d'avoir eu une gestion catastrophique des finances de la Médétram. Pire, il le soupçonnait d'avoir rempli les caisses de son entreprise en se servant de l'argent du contribuable. Demain, l'Assemblée générale de la médecine du travail aura lieu et nul doute que l'ambiance devrait être des plus tendues. Écoutons Michel Taillefer qui détaille les comptes de la Médétram lors de l'exercice 2016. Sur 2016, c'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire aux comptes, il y a plus de 250 000 € de non-paiement de cotisations sociales à la Caisse de sécurité sociale. Sur l'exercice 2016, ils sont à 255 000. Ouais. Donc à combien ils sont aujourd'hui? Quand vous avez, rien que sur tout ce qui concernait l'activité de M. Gallarme, ouais. 319 357 € pour l'année 2016. Je peux énumérer les postes. En tout cas, sur
Sur ces activités-là, les trois années 14, 15, 16, il y a 532 000 euros qui sont dépensés au profit de sa société. Alors c'est clair que ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, moi je peux énumérer, ça c'est le commissaire aux comptes. Communication, campagne, pub, 148 614. Concept visuel, 57 556. Création, illustration médicale, 47 634. Catalogue imprimé affiche, 19 191. Magazine interne journal, 25 710. Ne parlons pas voyage et déplacement, 74 840. Direction à présent la maison de l'entreprise avec cette initiative de l'Agence de développement et de l'innovation à Mayotte en partenariat avec Business France et la CCI Internationale. La maison de l'entreprise où se tient actuellement une formation intitulée Stratégie et développement international. D'une durée de 2 jours et sous l'égide d'une consultante de Formatex venue de Paris, elle est adressée aux dirigeants ou collaborateurs d'entreprises ayant engagé un développement international ou qui prévoient de le faire à court terme. Davantage de précisions avec Amina Ariti et Leslie Vimenet. Comment toucher des marchés en dehors de Mayotte ou comment faire prospérer son business à l'international? La réponse est sans doute du côté de la maison de l'entreprise. En effet, durant 2 jours, aujourd'hui et demain, une formation est dispensée aux entreprises qui souhaitent s'étendre au-delà de nos frontières. Nous consacrerons cette formation au développement de certaines entreprises dans la zone et au-delà. Nous parlons essentiellement de Madagascar, de l'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient, de l'Europe et de toute autre zone qui pourrait intéresser nos belles entreprises. Qu'il s'agisse donc de TPE ou de PME, très petites ou moyennes entreprises, tout est donc mis en œuvre pour leur permettre de franchir le pas. Il faut dire que face à des marchés qui s'avèrent particulièrement concurrentiels, nos entreprises locales ont intérêt à se préparer. Une préparation qui ne s'improvise pas, comme nous l'indique France Sabin en parlant de la formation. Ça vient coupler les premières actions que nous avons menées, mais il est nécessaire de former, de préparer sur place avec des experts de Business France pour que les entreprises mahoraises puissent vraiment tirer les bénéfices d'experts. Il n'en faut pas moins pour réussir le pari de voir les entreprises mahoraises rayonner dans la zone et jusqu'à l'international. Car quand bien même elles en auraient la volonté, et quelques préalables sont cependant requis, comme nous l'explique Isabelle Dreuil. Faire le point sur ses capacités à aller à l'international, aujourd'hui, demain, voir quelles sont les méthodes et les outils appropriés et comment l'agence de développement peut aider son entreprise à vendre ses services ou ses produits au-delà de l'île. Les entreprises locales savent donc désormais vers qui se tourner pour tenter leur chance à l'international, du moins où se procurer les clés qui les mèneront sur le chemin de la réussite, un chemin qui peut parfois s'avérer tortueux, d'où l'intérêt de se faire accompagner à travers notamment ce type de formation de haut niveau. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.